Bonjour à toutes et à tous, je suis Périclès et bienvenue dans le podcast Rankings, le podcast qui classe les rois de France. On prend un siècle, on prend ces rois de ce siècle-là, ou ces monarques, puisqu'on a eu aussi des monarques, et on les classe du meilleur au pire, le pire, c'est-à-dire la saucisse, bien évidemment. Alors pour ce faire, je ne suis pas seul, je suis accompagné comme d'habitude de Kate Storm. Salut Kate Storm, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va et toi ? Ça va bien depuis le temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré, donc on est content de pouvoir rattaquer une saison pleine d'entrain, etc. Il y avait pas mal de choses, pas mal de chamboulements qui font que c'est compliqué de se retrouver, mais je suis très content effectivement de te retrouver pour qu'on puisse classer notre nouveau roi, mais bien sûr tu n'es pas seul, parce que ça serait pas marrant, sinon si tu ne pouvais pas avoir de concurrent direct en face de toi, et ce concurrent, il est là, on l'entend pas, il est caché dans l'ombre, c'est Stanislas. Salut Stanislas. Salut à tous les deux, comment vous allez ? Écoute, pas mal. En plus, on enregistre un soir, donc est-ce qu'on va être aussi énergique qu'un matin ? Ça, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Et comme tu aimes souvent, Kate Storm, rappeler à nos auditeurs qui y arriveraient, bien évidemment, comment ça fonctionne. Écoute, rappelle-nous le principe de Rankings en quelques minutes. Et si vous entendez un bruit derrière, c'est parce qu'il y a un énorme orage et il y a la pluie qui tombe. Mais écoutez, c'est ça, c'est comme ça. C'est pas très grave. Kate Storm, c'est à toi. Le but du podcast, c'est de classer les rois de France de la lettre S, qui est spéciale, les meilleurs des meilleurs, jusqu'à la lettre E, et là c'était le pire des rois, en passant par la lettre A, quand tu es un très bon roi, la lettre B, C, D. Et à l'épisode précédent, si tu te rappelles, cher Périclès, notre bon ami Henri IV avait été classé A, parce qu'on avait pensé que c'était un très bon roi. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu de rang S, pour la simple et bonne raison que j'ai jamais été roi de France. Voilà pourquoi. Mais c'est pas faux. C'est pas mal. Jusqu'à présent. Je veux pas dire, mais il y a une sorte de corrélation. C'est vrai que c'est étonnant, mais jusqu'à présent, ça peut arriver, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ou peut-être aujourd'hui, même avec le roi que nous allons voir aujourd'hui, qui sait, on ne sait pas, peut-être que Stanislas va tout donner aujourd'hui pour classer son roi préféré, parce que peut-être que ça l'est. Et alors, une chose dont on n'a pas parlé, et je tenais quand même à le souligner, parce que vous allez me dire, oui, mais c'est pas objectif, c'est pas factuel, patati, patata. Si, messieurs, dames, si, nous avons des critères qui sont scientifiques. 3 critères. Le premier, c'est la politique intérieure, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il nous propose, ce roi, en politique intérieure, mais également la politique extérieure. Et le 3e critère, c'est qu'est-ce qu'il laisse lorsqu'il meurt ou lorsqu'il abdique au pays. Qu'est-ce qu'il laisse ? Est-ce qu'il laisse une France meilleure que ce qu'il l'a eu ? Et c'est quand même pas rien. C'est pour ça on termine là-dessus, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ? On n'a pas le choix de toute façon. Bah ouais, c'est une dictature ici par contre. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Et écoutez, je pense qu'on a fini de parler, ça sert à rien, on va attaquer dans le vif du sujet. Et on va parler aujourd'hui, effectivement, de Louis XIII. On leur coupe la tête ! Alors, précédemment, là, il y a vraiment un côté, une continuité dans ce roi. Donc là, on parle de Louis XIII, qui était effectivement, excusez-moi, le fils de Henri IV, je suis en train de m'étouffer, et de Marie de Médicis. Et comme son père se fait lamentablement assassiner par Ravaillac, il se retrouve effectivement à 8 ans, d'accord, roi de France. Mais est-ce qu'on peut être roi de France à 8 ans ? C'est un petit peu compliqué. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est sa mère qui va assurer la régence, dont on appelle, comme ça, du royaume. Et c'est vrai que ça va être marqué par une période, je ne veux pas spoiler la suite, mais quand même assez trouble. Alors, c'est une période quand même qui est connue. On va parler de noms que tout le monde connaît. Alors, mais on connaît aussi pour le côté fantasmagorique, Richelieu et consorts, etc. Juste pour rappeler que ce roi Louis XIII, effectivement, a été roi de 1610 à 1643, qu'il est mort pas loin de chez moi, à Saint-Germain-en-Laye.
Écoutez, j'ai fait une petite introduction. Je vous laisse, avant qu'on attaque nos 3 critères, dire votre avis général et on va commencer avec l'avis, un avis, plutôt une introduction sur ce qu'il pense avec, effectivement, Stanislas, je t'écoute. Alors, pour Louis XIII, il a le malheur dans l'histoire d'être entre Henri IV et Louis XIV. Je pense que ça, c'est la première chose à retenir. Il a été entre deux rois qui ont laissé une trace dans l'histoire. Alors, à juste titre ou non, peu importe, l'historiographie les a retenus. Ça, c'est la première chose qui efface un peu la marque de Louis XIII. Et la seconde chose, c'est qu'on a tendance à croire que son ministre principal, le cardinal de Richelieu, a dirigé à sa place. Qui, et surtout ces derniers temps, a l'air d'être une erreur historique. Mais bon, il est donc effacé par son père et son fils, et par la personne, une des personnes qui dirige pendant son règne. Du coup, on a longtemps dit que Louis XIII, c'était un roi qui était qui régnait mais qui n'administrait pas, et en l'occurrence, c'est pas le cas. On va en discuter, mais on va se rendre compte que Louis XIII, il est dans la continuité d'Henri IV, certainement, et c'est un précurseur dans la construction de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'absolutisme. Et c'est un roi qui finalement a une action intérieure, voire extérieure, très intéressante, et qui n'a pas pu mener à bout, comme beaucoup de monarques, puisqu'il est mort assez jeune. Apparemment, il avait une maladie, certainement la maladie de Crohn, on ne sait pas. Donc je pense qu'il va falloir le considérer, en ayant ça en tête, c'est-à-dire en en ne prenant pas en compte ce que l'histoire a gardé de lui. Je t'entends plus, hein. Vous m'entendez plus? Non, Non, c'est moi, si je mets pas Ah le ouais, micro, ça marchera pas. Effectivement, je disais qu'il y a toute une espèce de fantasme, comme je le disais, une sorte d'histoire presque romanesque autour de ces personnages, de Richelieu et de beaucoup de choses, de mousquetaires, etc. Et c'est vrai qu'on va essayer de nous être factuels, comme on le disait, essayer d'intégrer et de remettre sur pied une vérité, hein. Caïd, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Stanislas, on sent quand même une pointe de, comment dirais-je, de sympathie quand même pour ce roi, peut-être. En tout cas, on ne sait pas trop, il a pas spoilé, mais voilà, il va peut-être réhabiliter un peu ce roi coincé entre deux montagnes, effectivement. ouais, et je suis tout à fait d'accord. Louis XIII, il n'a pas, dans l'historiographie ou les représentations artistiques, etc., la place qu'il mérite, justement à cause, entre guillemets, et de Louis XIV et d'Henri IV. Mais c'est un roi extrêmement important qui a eu un règne long, où il s'est passé énormément de choses, et on va en discuter plus tard. Dans l'épisode Henri IV, on avait dit dans l'introduction que pourquoi le XVIIe siècle, donc le siècle qu'on étudie en ce moment, est devenu le siècle français. On avait vu que l'épisode 1, Henri IV, c'était l'épopée de la consolidation. On met fin aux guerres civiles et on commence à regarder à l'extérieur. Le règne de Louis XIII, c'est le règne de l'affirmation. C'est-à-dire que la France se dit à la fin des années 20, ok, c'est le moment d'aller se frotter contre les Espagnols de nouveau. Pourquoi? Ça fait un siècle que les Français ils se font tabasser par les Espagnols. François Ier s'est fait savater, Henri II s'est fait savater, tous ses successeurs sont fait savater, et Henri IV il a réussi à avoir une sorte de match nul. Et je vais pas trop développer parce que c'est pour plus tard. Au milieu de son règne, Louis XIII décide de porter le fer contre la monarchie espagnole. Et le hasard, c'est qu'il mourra 5 jours avant l'une des batailles les plus importantes de l'histoire de France. C'est la bataille de Rocroi, qui met fin à la suprématie des tercios espagnols. Et c'est en ça que c'est fondamental. Lorsque Louis XIV, lui, héritera de Louis XIII,
La France est déjà le gros chat en Europe. Et donc aujourd'hui, on va voir comment a-t-il fait pour porter au-delà des frontières la puissance française. Intéressant, intéressant. Donc personnage, vous voyez, en tout cas roi, qui est même presque plus intéressant que ce qu'on pourrait penser. Et on va voir, et on va commencer tout de suite avec la première partie, la politique intérieure. Allez, Stanislas, je te donne la parole. Fais-nous un petit topo, explique-nous et dis-nous comment tu trouves, comment tu considères cette politique intérieure de ce roi Louis XIII. Peut-être en revenant quand même sur, on en a parlé, hein, j'en ai parlé en introduction, vous en avez pas reparlé, mais peut-être de cette régence. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle était plutôt bonne ou plutôt mauvaise de sa maman? Ouais, ça n'a pas forcément d'impact. Après, moi, la régence, je la considère surtout si on étudie le personnage, hein, ça a un impact sur la manière dont il va gérer le pouvoir. Parce que on se rend pas compte, mais il a quand même beaucoup de bâtons dans les roues, parce son père meurt quand il a 8 ans, la majorité royale c'est à 13 ans, donc il y a ces années de régence obligatoires, et après il a encore sa mère et certains personnages qui veulent lui prendre son pouvoir. Et Louis XIII finalement luttera même encore les premières années de son règne contre des membres de sa famille, hein, qui vont prendre le pouvoir. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Hein, là, je vais parler de politique intérieure et je vais même parler un peu plus d'aspect politico-social, puisque Louis XIII, je disais que c'était un des précurseurs. Enfin, c'est même quelqu'un qui va mettre en place l'absolutisme. Hein, dont on dira que c'est Louis XIV qui l'a porté à son apogée. Mais il est aussi dans un moment où la société, hein, elle se transforme vers la modernité et on perd un peu de cette féodalité. Et c'est sous son règne qu'on le ressent ça. Et justement, lui arrive à mettre au pas. Hein, alors même si les nobles ont encore essaieront toujours de prendre le pouvoir, mais il va réussir à mettre au pas un peu la haute noblesse, hein, qui veut lui contester le pouvoir. Et il commence par sa mère et c'est pas le favori, mais c'est la personne qui exerçait le pouvoir, hein, qui s'appelait Concini, hein, qui va faire assassiner. Et ça mettra fin. C'est le moment où il va prendre le pouvoir. Il a 15 ans, je crois, à ce moment-là. Hein, et donc, on voit déjà sur la politique intérieure, il doit s'affirmer. Alors après, je reviens sur un aspect un peu plus global. La politique intérieure, c'est vraiment lui qui met en place les cadres dont on parle beaucoup sous Louis XIV, mais par exemple l'intendance, le système fisco-financier, c'est lui qui met ça en place. Alors c'est assez simple, c'est parce qu'effectivement c'est un roi qui va faire la guerre. D'ailleurs certains diront que c'est un des derniers rois qui va sur le champ de bataille, alors qu'à l'origine il est censé être de santé fragile. Et pour financer sa guerre, il est obligé de mettre en place, hein, cette administration en fait pour subvenir aux besoins de la guerre, c'est-à-dire en gros, hein, taxer, prendre de l'argent pour pouvoir financer les différentes batailles. Merci, Kate Storm. Je t'ai vu faire une petite mot dubitative à un moment donné. Sur la régence, quand on parlait sur la régence, ouais. La régence, pour moi, Marie de Médicis, c'est la pire reine de France. Vraiment, même pire que Isabeau de Bavière. Et je mets même pas Marie-Antoinette dans le bottom 10 des pires reines. Mais Marie de Médicis, c'est vraiment l'une des pires. Et la régence, pour moi, elle est très importante parce que lorsqu'elle succède à Henri IV, il était un peu soucieux de son argent, etc. Il faisait attention et il avait une bonne équipe ministérielle qui avait accumulé un surplus budgétaire. Donc les finances de l'État, quand Henri IV meurt, elles sont pas mal. Marie de Médicis, par sa stupidité, son incompétence, son incroyable inconséquence, va ruiner le royaume. Et du coup, en quelques années, parce qu'il y a des frondes, il y a des espèces de révoltes, c'est comme si un noble se soulève,
et ben elle l'achète, elle lui donne 500 000 livres, etc. Et du coup, quand Louis XIII, il va pas hériter de la bonne gestion de son père. On avait mis plutôt un bon point à l'époque à Henri IV parce qu'il avait essayé de redresser l'économie. Louis XIII, il n'aura pas une thune. Deuxio, la régence, sa mère, jusqu'à ce qu'elle meure, donc quasiment en même temps que lui, des décennies plus tard, elle va organiser des complots, des soulèvements. Et son frère, Gaston d'Orléans, il va faire la même chose. Et pendant des décennies, ces deux personnages vont être une énorme une épine dans le pied, pour reprendre l'actualité, pour Louis XIII. Et le truc de Louis XIII, c'est qu'il va avoir un héritier, Louis XIV, au bout de 20 ans de mariage. 20 ans de mariage. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas fouetter son frère Gaston ou sa mère. C'est qu'au cas où il meurt, c'est qui son héritier? Il l'assigne quand même à résidence. Hein. Enfin, il l'assigne à résidence à Blois et tout. Ouais. Mais, ouais. Mais c'est quand même, c'est rare quand même. Mais il aurait mérité de la fouetter. Elle va comploter jusqu'à la fin avec les Espagnols, etc. Et du coup, le fait qu'il a un héritier, juste 5 ans avant sa mort, 1638, ça va être une immense gêne pour lui parce que il a les mains liées. Il est obligé de se réconcilier alors que c'est quelqu'un de rancunier, c'est quelqu'un d'assez ténébreux, c'est quelqu'un qui a un caractère très spécial, hein, vraiment très très spécial. Et surtout, l'un des legs, funestes ou pas, c'est que c'est Marie de Médicis qui organise son mariage avec cette princesse espagnole, qui va évidemment rapprocher la France de l'Espagne, parce qu'elle faisait partie du parti Devo, du parti qui était pour l'unité des catholiques. Anne d'Autriche. Et le problème, c'est que c'est pas un mariage heureux. Au début, c'est plutôt cool, mais Anne d'Autriche, elle va trahir la France en envoyant des messages codés à qui? À son frère qui est en guerre contre son mari. Donc, il va avoir des moments assez incroyables dans la monarchie où ils font un traité entre Anne d'Autriche et son mari en se promettant, etc., des choses. Il y a un moment où on fait fouiller la reine. Enfin, il y a des dingueries, vraiment des sales relations. Donc, du coup, cette régence, elle va avoir des effets très, 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 très longtemps. Et effectivement, comme Stanislas a bien dit, on va dire la fin de la Régence, c'est quand il fait sauter le maréchal d'Ancre, Concini, on dirait un nom de DJ italien, et il le fait assassiner en mode un peu thug, GTA 5, et du coup, à partir de là, il a 17 ans, il prend vraiment le pouvoir. Et un dernier point, après ce petit tunnel, c'est, alors, on lui a pas connu de maîtresse, au sens où il n'a pas été serré d'autres meufs, il a eu des affections sentimentales, mais apparemment ils n'auraient pas ken les meufs, parce qu'il était très scrupuleux. Par contre, il avait une sorte d'attirance un peu bizarre pour les hommes plus âgés, un peu comme Stanislas d'ailleurs, et du coup il aura des relations bizarres avec différentes personnes. Donc on parle de Luynes, on parle de Saint-Mars et tout, et ça va avoir un grand rôle dans la politique intérieure. Un rôle positif ou un rôle plutôt négatif? Moi, je dirais plutôt négatif. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Stanislas, mais on parle de ses favoris là. Mm-hmm. Ouais, on sait pas si son homosexualité, en tout cas, si elle existait, elle était bien cachée, un peu comme celle de Kate Storm. Donc non, mais c'est vrai, ça a son importance. C'est un roi qui est très mystérieux, en fait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas forcément passé à la postérité. Donc on a du mal à percevoir qui prend réellement les décisions. Et en plus c'est un roi qui était très pieux, qui voulait se montrer très pieux, donc forcément il pouvait pas s'afficher avec des favoris. Et il y avait aussi cette ambiguïté. Apparemment il était extrêmement proche de son père, hein, qui l'a éduqué un peu à la dure, mais il adorait son père. Et il y a aussi, il aurait pu rechercher envers ses favoris, plus âgés, une présence paternelle, une figure paternelle qui le conseillerait. Mais effectivement, au-delà d'un aspect purement charnel, il avait ces personnes-là pouvaient peut-être éventuellement l'influencer sur ses décisions.
combler un manque et en même temps le conseiller peut-être un petit peu. Ouais. Effectivement. Après, sur le caractère, je pense que Louis XIII, c'est l'un des rois les plus autoritaires qu'on a eu, peut-être avec Louis XI et Philippe IV. C'est un roi très 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 jaloux de son autorité, qui n'a pas hésité à mater des révoltes. Par exemple, quand la Normandie se soulève, et là on va parler vraiment de la politique intérieure, quand la Normandie se soulève, il amène des soldats étrangers. Les soldats étrangers se considèrent en terrain conquis, c'est des centaines de morts. On va parler là un peu de la politique religieuse parce que c'est important, c'est de la politique intérieure. Quand la Rochelle se soulève lors de ce fameux siège, il n'y va pas de main morte. Pareil pour les X révoltes qu'il y a eu dans le sud de la France. Il y a eu énormément de révoltes pendant le règne de Louis XIII. Pourquoi ? Parce que il multiplie par 7 ou 8 les impôts. Pourquoi ? Pour financer les guerres. Et il y a le Parlement qui se soulève, etc. Il fait des lits de justice très brutales. C'est un roi très très autoritaire. Et c'est un peu une main de fer dans un gant de fer. Un peu sa méthode de management. Et c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à faire éliminer physiquement ses opposants. Donc avec lui, ça filait droit, on va dire. Donc moi je dirais que c'est quand même un bémol sur son exercice de pouvoir, parce qu'évidemment il brise tous les contre-pouvoirs, ce qui va donner l'absolutisme de Louis XIV. Sans Louis XIII, il n'y a pas de Louis XIV. Hein. Mais aussi, ça va déséquilibrer complètement le régime. Les révoltes incessantes, le coût de la vie, l'économie ruinée. Alors, nous on est en Lorraine, mais la Lorraine, la guerre de 30 ans, elle a été absolument dévastée par les guerres, le Roussillon aussi, etc. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de bémols à mettre au niveau du plan intérieur. Alors, là, j'en parlais tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même un personnage, même si on va essayer de le replacer, qui va quand même être important, hein, qui va être avec lui, parce qu'on parle politique intérieure. Après, Stanislas, je te laisse la parole hein, si tu veux compléter et dire des choses, mais il y a quand même Richelieu, hein, d'accord, le cardinal de Richelieu, qui va quand même assez rapidement... Alors, tu disais qu'il n'y avait pas forcément d'influence, mais en tout cas, il va prendre petit à petit du pouvoir. Au début, il est au poste de ministre en 29 avril 1624. Il devient chef du Conseil du roi le 13 août 1624 hein, de la même année. Donc, tu as parlé effectivement l'affaire de La Rochelle, mais aussi le 21 novembre 1629, il devient conseiller du roi. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un quand même qui a une place importante, et je pense que les deux hommes se respectent, se comprennent et ont quand même des idées qui sont assez similaires en termes de rigueur et de pouvoir. Ouais, je pense. Mais nous, on a l'image d'un cardinal de Richelieu tout puissant parce que c'est les mousquetaires de Dumas. Mais en réalité, Richelieu disait alors j'ai pas la fin de la citation, mais il disait les 4 pieds du bureau du roi sont plus difficiles à atteindre que le reste de l'Europe. En gros, hein, c'était certainement le roi qui décidait de tout. Richelieu devait certainement l'influencer, mais ça existait déjà dans les conseils royaux. Hein. Les conseils du roi, les ministres sont assis, chacun donne son avis. On essaie d'influencer le roi, bien sûr, d'influencer sa position, puisqu'on est quand même toujours dans des histoires de famille, d'influence et de relations. Mais c'est le roi qui a la possibilité de trancher. Hein, tout ce qui se fait d'une manière secrète, ce qu'on peut voir notamment au cinéma, j'ai pas forcément vu le dernier, mais j'ai regardé le premier, c'est plus de la littérature que la réalité. Et donc, on est d'accord là-dessus, ouais. Même si Richelieu avait certainement une influence, des conseils et des avis, comme tu dis, une vision commune, que ce soit au niveau de la place de la France, de ce qu'on appellera plus tard la raison d'État, c'est-à-dire la manière de gouverner un royaume. Hein, je pense que ça, ils avaient une philosophie politique qui était commune, et Richelieu a joué un rôle aussi dans cette mise en place de l'absolutisme. Mais un absolutisme ne pouvait pas se faire avec un personnage aussi influent. Et dernière chose, il y avait le fait aussi que Louis XIII soit très pieux. Et là, c'est un cardinal, donc quand même un homme d'église. Ce qui est intéressant, et ça c'est juste pour l'anecdote, c'est que Richelieu est remarqué pendant un discours qui se déroule
lors des derniers états généraux avant ceux qui précèdent la Révolution française. Et donc, avant le règne de Louis XIII, ce sont les derniers états généraux avant ceux qui précèdent la Révolution française. Merci Stanislas. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous vouliez voir sur cette politique intérieure ou est-ce que vous voulez qu'on passe à la politique extérieure? Moi, je voudrais parler un peu plus. Stanislas vient de le dire. Allez, je t'en prie. C'est le roi de la contre-réforme. C'est un roi pieux, c'est un roi catholique militant. Et ça aussi, ça va avoir des conséquences par la suite. Et ça va être un peu contradictoire avec ce que je vais dire par rapport à la politique extérieure. Mais... C'est ça qui est très intéressant. Eh oui, mais parce que pour en parler de Richelieu, on dit que c'est l'un des plus grands hommes d'État, d'accord, c'est connu, mais pourquoi Pourquoi c'est un plus grand homme d'État? Mais c'est une bonne question. Parce que Richelieu, c'est un homme d'État moderne, c'est-à-dire qu'il a un plan, il a une grande stratégie. Il fait remettre... Alors, il a écrit des dizaines de milliers de lettres au roi, hein, bien sûr, et il lui expose des plans. C'est le roi qui tranche. Et Louis XIII, évidemment, ils vont avoir des hauts, des bas, etc. Mais Louis XIII, il s'appuie sur lui. Il y aura évidemment la fameuse journée des dupes, parce qu'à la base, Richelieu, c'est un homme de Marie de Médicis. Et il est pris justement pour faire la paix. Et il le prend parce qu'il a une capacité intellectuelle très supérieure aux autres. Et du coup, Richelieu, c'est lui qui va renforcer l'État, c'est lui qui va conquérir La Rochelle, tous les affaires d'Italie, etc. Mais ça, on va en parler plus tard dans la politique étrangère. C'est lui. Il y a un truc que je voudrais parler, et ça m'a toujours étonné toute ma vie, c'est D'Artagnan et les Mousquetaires. J'ai jamais compris pourquoi on soutient D'Artagnan, parce que D'Artagnan, au fond, dans l'œuvre de Dumas ou dans les films ou les dessins animés, il aide la reine de France, donc Anne d'Autriche, à tromper le roi. Mais c'est une dinguerie. Tu vois. Alors évidemment, je pense pas que c'est arrivé, parce que la reine de France, tu vois, ça aurait été trop fou. De toute façon, elle n'était jamais seule. Mais bref, pourquoi on considère dans Richelieu le méchant, alors que lui, son taf, c'est d'empêcher que la reine fasse cocu le roi de France. C'est quand même étonnant. Dans l'affaire, c'est D'Artagnan, c'est un traître de ouf, puisqu'il est le mousquetaire du roi, et il trahit la confiance du roi. Et dans l'affaire D'Artagnan, Richelieu, c'est le méchant. Un peu étonnant. Et cette haine anti-Richelieu, parce que les gens à l'époque, ils le détestaient avec une sainte passion, eh ben, il va faire que Richelieu va toujours vivre sur un fil, et Louis XIII, il va jouer de ça. Une dernière chose de Richelieu, c'est lui qui trouve et qui choisit Mazarin. Et c'est là qu'on reconnaît les grands hommes, c'est qu'ils savent reconnaître les gens de valeur, quoi. Et donc, ça m'étonne pas que c'est celui qui ait trouvé Mazarin non plus. Moi, ce qui m'étonne, c'est que t'aimes pas le soap opéra. Heureusement que, évidemment, qu'on est du côté, qu'on est du côté de D'Artagnan. C'est ça. C'est. Mais du moins, tu peux être du côté. C'est un traître, littéralement. Et tout. Mais c'est un traître. Je l'avais relu. C'est beau, hein. Roméo et Juliette. Voyons, c'est splendide. Je l'ai relu il y a pas longtemps. D'Artagnan de Dumas. Je dis mais on est complètement con. Pourquoi on est pour D'Artagnan? C'est un traître. Enfin, je veux dire, c'est quand même absurde que même pas l'un des gardes du corps, l'un des apprentis gardes du corps aide la reine à trahir son roi. Enfin, encore ça serait un des gardes du corps de la reine, je dirais ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est quand même étonnant. Enfin bref, pourquoi ça a tourné comme ça? Et un jour, il faudrait on investigue. Hein, c'est bizarre. Non, ou alors il faudrait réécrire, tu vois, une nouvelle version du côté, effectivement, de Richelieu. Mais dans l'affaire Richelieu, c'est un homme. Enfin, si t'es objectif. Richelieu, ben il fait quoi? Il essaye d'empêcher la reine de tromper son roi. C'est quand même, lui, il est dans le juste, quoi, tu vois. Donc c'est la légende noire du cardinal. Ouais, à l'époque, il était vraiment considéré comme un démon. Quand Richelieu il est mort, les gens étaient. Merci Kailstorm. D'autres éléments sur lesquels vous voulez revenir ou on passe à notre deuxième partie, la politique extérieure. Et là, il y aura aussi pas mal de choses à dire. Il y aura pas mal parce que c'est quand même un roi qui était assez belligérant, on va dire, et qui aimait bien un petit peu la baston. Vous voulez qu'on passe à la partie d'après? Allez. C'est bon.
Eh ben, écoutez, on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie politique extérieure. Et pour cela, on laisse la parole à Stanislas. Vas-y, tu peux nous dire ce que tu penses de cette politique extérieure de Louis XIII. Pour l'instant, un roi, je vous trouve plutôt positif, on va dire, hein, positif. Donc là, on va voir un petit peu si ça continue sur cette partie politique extérieure. Stanislas, je t'écoute. Je vais m'inscrire toujours dans ce fil directeur, hein, finalement, c'était plutôt positif et Kyle l'a plutôt bien dit dans l'introduction, hein. C'est la période où la France devient finalement la première puissance sur le sol européen. Et c'est dû en grande partie au règne de Louis XIII et aux différents choix qu'il a fait avec Richelieu aussi notamment, hein, et la manière dont ça a été géré. Comme exemple juste, et après on développera certainement avec Hailstorm, l'intervention, la décision d'intervenir pendant la guerre de 30 ans, hein, qui est un conflit européen et en gros entre catholiques et protestants, même il y a beaucoup d'autres enjeux. Et il le disait aussi tout à l'heure, il décide d'intervenir du côté des protestants, en soutenant les protestants contre des catholiques. C'est là où on voit, et j'en parlais un peu tout à l'heure, alors je parlais de raison d'État d'un point de vue politique intérieur, là on a ce qu'on appelle plus tard au XXe siècle un peu de réel politique, en fait. Hein, Kyle Storm parlait de la stratégie de Richelieu, il y a effectivement une pensée géopolitique derrière les interventions pour replacer la France dans le concert, enfin pour replacer la France à la première place sur le sol européen, ce qu'héritera finalement Louis XIV, hein, donc d'un royaume très puissant. Dernière petite chose aussi, c'est un roi qui se déplace sur les champs de bataille. Ça a son importance, c'est certainement le dernier, et je reviens aussi sur ma transition avec la féodalité. Alors, là, on change complètement, d'accord. Le Louis XIV ne sera plus un roi féodal, on entrera dans une sorte de modernité, dans ce qu'on appellera l'absolutisme. Merci Stanislas. Oui, effectivement, roi, et on en parlait aussi tout à l'heure, marqué par on va peut-être revenir un peu dessus et peut-être réexpliquer le contexte de la guerre de 30 ans. Peut-être c'est quand même important, c'est pas rien. Donc peut-être, Kate Storm, avant de te laisser la parole, est-ce que tu peux revenir un peu, réexpliquer un peu pour les gens qui nous écoutent, t'en parlais aussi tout à l'heure, et revenir un tout petit peu sur le contexte. Alors, le contexte, c'est quoi? Je suis obligé de repartir un peu loin. Mais on a le Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique, initialement, ça part du Danemark, tout l'Allemagne, la Suisse, la Savoie, le nord de l'Italie, la Croatie, l'Autriche. Ce grand bloc au milieu. Et qui apparaît à la fin, au milieu du Moyen-Âge. Et en fait, il y a un roi un empereur qui est élu. C'est une monarchie élective. Et un truc qui apparaît, c'est l'imprimerie. L'imprimerie fait que les bouquins sont beaucoup moins chers qu'avant. Avant, un bouquin, ça coûtait genre 3-4 ans, c'était le prix d'un manoir. Et avec l'imprimerie, n'importe quel bourgeois ou classe moyenne a des bouquins. Et ce qui se passe, c'est que dans le Saint-Empire, tu as aussi l'ancienne Tchécoslovaquie, est un petit royaume qui s'appelle le royaume de Bohême. Le royaume de Bohême, ça a toujours été un État... l'un des plus riches. Pourquoi? Parce que le commerce, les minerais, blablabla. Et t'as des révoltes protestantes, je dis n'importe quoi. Il y a Jean Hus, je peux pas dire protestant puisque le mot il n'existe pas. Il y a des mouvements religieux, pourquoi? Parce que c'est des gens, il y a une université à Prague, ces gens ils se disent, mais attends, ils se foutent de ma gueule ou quoi, le pape? On le brûle. Du coup, quand la vraie réforme apparaît, en 1520, on va dire, avec Charles Quint et Luther, c'est surtout en Allemagne que ça explose au début. Et de là, en Bohême, elle va être pris aussi dans le protestantisme. Pendant pas loin d'un siècle, il va avoir des guerres, mais qui sont dominées
par l'empereur. Ça va se traiter finalement par le traité d'Augsbourg. Donc, on est en 1555. Je pars de loin. On arrive au tournant du XVIIe siècle, et la Bohème, l'empereur avant, il lui a dit, bon écoutez les gars, vous avez un peu de liberté, mais en échange, vous ne me saoulez pas avec le protestantisme, vous êtes fidèles. La Bohème appartenait au Habsbourg. Le Saint-Empire n'appartient pas au Habsbourg. Différent. Et il y a une petite embrouille au sujet des libertés. Au final, on finit par jeter par la fenêtre des envoyés de l'empereur. Ça s'appelle la défenestration de Prague. Et ça va conduire à une chaîne d'événements où les catholiques se coalisent. Pourquoi ? Parce que les protestants se sont coalisés aussi. Le problème, c'est que les protestants, ils se font savater. Au début des années 20, la bataille de la Montagne Blanche, etc. Et ce conflit énorme, pour moi, c'est le conflit le plus important de l'histoire européenne avant les guerres napoléoniennes. Il va durer de 1618 à 1648. L'intégralité des pays européens vont y participer. De la Transylvanie jusqu'au Portugal, de l'Angleterre jusqu'aux pays italiens et de la France. Et du coup, c'est un conflit énorme avec des guerres très cruelles. Par exemple, en Saxe, 70% des gens meurent. C'est un conflit extrêmement dur qui a dévasté les Allemagnes, parce qu'à l'époque il y a plein d'Allemagnes, et je regrette toujours et c'est là qu'on voit la faiblesse de la qualité de l'enseignement de l'historiographie en France, parce qu'on n'en parle jamais. C'est là qu'on dit les profs d'histoire en France, on est quand même des rigolos, je te jure, on a vraiment des imposteurs, on n'en parle jamais, c'est l'un des événements les plus importants, et c'est ça que je comprends pas, puisque la France elle est intervenue. Du coup, après cette longue introduction, et je m'en excuse, pourquoi la France elle intervient ? La France elle intervient parce que les catholiques ils gagnent tellement que les Suédois, conduits par Gustave Adolphe II, interviennent. Et alors nous, ça ne dit rien à personne, Gustave Adolphe II. Et la Suède, à part Zlatan Ibrahimovic, je ne connais pas. Gustave Adolphe II, c'est le père de la guerre moderne. C'est le père spirituel de Frédéric II, de Napoléon, etc. Il révolutionne le game, il soulève, mais vraiment, il défonce tous ses opposants. La France, elle participe à la guerre, ils se font soulever direct. Pourquoi ? Parce que les Français, c'était des cassos. Et du coup, les Français, ils disent, bon, on n'a pas le talent pour, mais on a la thune. Les Français, ils donnent de l'argent aux Suédois, parce que les Suédois, c'était trop fort, tu vois. Le drame, c'est que le roi de Suède, son surnom, c'est le Lion du Nord, qui a gagné des batailles incroyables, et ben il meurt à la fin des années 20, et du coup, le camp protestant est sur le reculoir. Les impériaux, comme on les appelle, sont gagnants partout, et c'est ce qui va motiver la France à gagner, parce que l'encerclement Habsbourg-Espagne devient trop proche. On est à la fin de la paix, enfin de la trêve entre les Pays-Bas et l'Espagne. Et là, Richelieu, il dit quoi ? Il envoie un mémo au roi de France. Il dit l'Italie, il faut qu'on aille là. Les Flandres, il faut qu'on protège notre frontière, etc. Ou bien on fait rien et on se fera marcher dessus, ou bien on tente notre chance et on y va. Et au final, c'est ça. C'est pour ça la vraie raison de pourquoi la France intervient aux côtés des protestants. C'est parce que les protestants étaient en train de perdre. Et l'entrée en guerre de la France, l'un des plus grands pays d'Europe, avec une capacité d'allier 50 000 soldats, bah ça change tout. Mmh. Et il faut bien voir que c'est surtout pour contrer la puissance espagnole que la France entre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la France entre du côté des protestants, mais elle combat des catholiques, alors que c'était censé être un roi très pieux, très catholique. Mais effectivement, cette intervention-là, elle est extrêmement importante, puisqu'elle elle affaiblit l'Espagne, et elle renforce le pouvoir de la France, qui est déjà à cette époque quand même un géant démographique. La France, c'est un pays très peuplé avec beaucoup de richesses. C'est à cette époque. Mais ça le renforce. Donc la décision, l'application de la décision est plutôt bien. Il faut voir que la France rentre en guerre en 1635, alors que la guerre de 30 ans a commencé en 1618, comme il disait. Du coup, il y a quand même quelques années de guerre qui sont déjà écoulées, tout en sachant que Louis XIII mourra en 1643, donc 8 ans plus tard. Et parce qu'il y a deux guerres.
il y a la guerre de 30 ans qu'on vient d'évoquer, qui va se conclure avec les traités de Westphalie, mais il y a aussi la guerre, elle arrête celle-ci en 1648. Pourquoi? Parce que tout le monde est épuisé, les gens ils en pouvaient plus. Mais la guerre avec les Espagnes, elle va continuer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, et elle va se terminer avec le traité des Pyrénées en 1666, il me semble. Et du coup, l'intégralité quasiment du règne de Louis XIII, le pays va être en guerre. La première décennie, c'est des révoltes internes, beaucoup de soulèvements de ducs, de marquis, de barons à 2 francs là. Et ensuite, la guerre contre les Espagnes, notamment dans la Valteline, en Savoie, dans les Flandres, en Lorraine, etc., etc. Bon, finalement, Kate, pardon. cet affrontement-là, il dure même jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, hein, avec l'Espagne. Avec les Espagnes et avec la couronne d'Espagne. Oui, c'est une trilogie en plusieurs épisodes, mais du fait que Louis XIII, il se marie avec une Espagnole, Louis XIV, c'est un métis. C'est un métis franco-espagnol. Louis XIV lui-même, il se marie avec une Espagnole. Est-ce que nous, on perçoit mal parce que nous, on raisonne en termes d'État avec notre esprit du XXIe siècle. Alors qu'en réalité, on doit penser dynastie. Louis XIV, c'est un descendant direct de Charles Quint. C'est Anne d'Autriche, son grand-père, c'est le grand Philippe II. Donc c'est l'arrière-grand-père de Louis XIV, tu vois. Donc cette espèce de inimité franco-espagnole, c'est un peu comme quand les gogols ils disent la guerre France-Angleterre, la guerre de 100 ans. Mais c'était pas du tout des États. C'est pas faux d'un point de vue dynastique, mais c'est les traités d'Espagnolie, on dit que c'est les débuts de l'État tout à fait. nation. Mais c'est les débuts. Donc, mais pour l'instant, ce sont les débuts. Regarde, quand Louis XIV il choisit d'accepter l'héritage de la succession espagnole, il aurait fait un meilleur deal d'accepter la Belgique, quelques territoires, en disant le reste je vous le laisse. Lui réfléchit en dynastie, il dit c'est trop beau de mettre les Bourbons sur le trône là, au détriment de la France. C'est-à-dire que les réflexes dynastiques, les gens qui se bagarrent là dans cette fameuse guerre de 30 ans, mais c'est que les cousins, tu vois. Et c'est dynastie jusqu'à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est une bagarre de famille, hein, tu vois. Et c'est des cousins. C'est tous des cousins. Marie de Médicis, cette chamelle qu'on a évoquée, c'est une petite fille d'une Habsbourg. Donc Louis XIII, lui-même, il est Habsbourg d'Autriche. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses beaucoup plus clos. Philippe II, il s'est marié aussi avec une Française. Donc, c'est une affaire de famille, on va dire, au sein de tout ça. Et l'intervention de la France, c'est là où c'est intéressant, c'est que les premières batailles pour la France, cataclysmiques, ils se font défoncer partout. Pourquoi? Parce que les Espagnols, ça fait 1 siècle, ils sont en guerre permanente. C'est les Space Troopers, l'Empire contre-attaque, quoi. Imbattable, tu peux pas les jouer. Pourquoi? Parce que tu perds toutes les batailles, tout le monde perd contre eux. Et c'est là où on voit, j'admire l'intelligence, c'est qu'ils vont apprendre, jusqu'à cette fameuse bataille de Rocroi, où le grand Condé va écraser les Espagnols. Et c'est ça qui va démontrer au reste de l'Europe que le gros poisson, maintenant, c'est la France. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, à quel coût? Parce que ça... oui, on a eu... Là, c'est coup de patch-ball, c'est que les années 20, c'est des années cataclysmiques au niveau des récoltes. Les guerres, là, on a parlé des guerres dans les différentes parties du nord, de l'est, mais il y a aussi le sud-est, il y a aussi le Roussillon. À un moment, Louis XIII, il a été élu roi d'Aragon, donc tout ce qui est Barcelone, etc. Il était déjà roi de Navarre, mais on se bagarre partout. En mer, sur terre, etc. Ça ruine le pays, des dizaines de milliers de morts, etc. Ça a été des guerres très, 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 très coûteuses. Très coûteuses. Alors, Louis XIII, il avait une volonté d'acier. Mais ça changera au fait que... J'ai vu une phrase, Louis XIII, c'est l'un des derniers rois, si ce n'est le dernier roi qui est mort, regretté.
Et tu vois, je me dis, j'ai réfléchi, je dis, pas con, ouais, c'est vrai, peut-être, tu vois. Mais ça a été quand même un règne extrêmement difficile. Et les révoltes, bah, il les écrasait dans le sang, donc comme ça, c'est réglé. C'est vrai. Merci. Est-ce que... Mais, Oui, vas-y, vas-y. Stanislas, Ah si ouais, tu je voulais t'en prie. ajouter... Non, 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 je te laisse la parole Non, si tu non, c'est voulais vrai, les ajouter... révoltes, il y a des révoltes aussi intérieures, il y a les premières révoltes antifiscales, hein, dont il a parlé, mais pas forcément tout de suite, hein, les croquants, les pieds, là, je sais pas comment ça s'appelait, les nu-pieds, la révolte des fa-nu-pieds. Donc il y a eu tous ces débuts aussi, mais ça va avec cet aspect extérieur, va avec cette construction de l'absolutisme qui se construit principalement autour d'un système fisco-financier pour pouvoir financer ces guerres. On renforce et du coup on renforce les taxes, on est obligé de renforcer l'autorité et ça entraîne des révoltes. Mais c'est pas ce que je voulais dire alors. Et je voulais parler aussi du fait que ce soit en fait le début de ce déficit budgétaire de l'État, hein, qui saute aux yeux avant la Révolution française, hein, sous Louis XVI. On commence à creuser en fait parce que la politique extérieure coûte trop cher d'un point de vue d'un point de vue de la guerre. Et alors on peut mettre à son crédit quand même, c'est ça en fait que je voulais dire. euh, on a la volonté de s'inscrire, hein, dans la colonisation. Hein, Richelieu, il essaie de mettre en place une marine de guerre. Hein. Ça va pas forcément donner quelque chose de très satisfaisant, mais on va coloniser les Antilles. Hein, cette colonisation dont on parle, enfin, qui portera ses fruits pendant plusieurs siècles, hein, commence avec Louis XIII. Donc il a une vision globale. C'est pour ça que je voulais intervenir. Kate, Storm, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette partie-là avant que je fasse une petite synthèse de ce qu'on vient de dire là sur les deux premières parties et enchaîner sur notre dernière partie, c'est-à-dire son legs, qu'est-ce qu'il laisse? Non, bon, je vais parler un peu des relations avec le pape. Donc c'est un roi, comme on l'a dit, très dévot, mais très ferme aussi avec le Vatican. Je vais pas rentrer dans différents trucs, mais par exemple, là où on voit la finesse de la politique étrangère menée par Richelieu Louis XIII, ça c'est pas mal ça, Richelieu Louis XIII, ce couple, il soutient les Portugais dans leur guerre d'indépendance contre les Espagnols, tu vois. Il les finance aussi. Donc il fait pièce au Habsbourg sur un peu tous les terrains, militairement quand il peut, financièrement, diplomatiquement, etc. Donc un très très grand roi au niveau de la diplomatie et des guerres, parce que, comme Stanislas a dit, c'est un roi combattant qui a participé à énormément de sièges, malgré une santé très défaillante. Alors, si je synthétise ce que vous avez dit, quand on voyait la politique intérieure, un démarrage un peu capricieux et difficile parce que il était pas au pouvoir, bien entouré, il saisit quand même l'opportunité de faire quand même des belles choses. Ça marche plutôt à l'intérieur. En extérieur, il ménage pas sa peine pour se battre et devient au fur et à mesure victorieux aussi. Évidemment, tout ça a un coût quand même, hein, effectivement, un coût humain, comme tu as pu le dire, mais également un coût financier. Est-ce que ça va, effectivement, dans notre dernière partie, porter préjudice à ce roi? Est-ce qu'il va laisser un royaume en meilleur état que ce qu'il a eu, sachant que est-ce qu'on parle de ce qu'il a eu quand Henri IV est mort, ou est-ce qu'on parle de ce qu'il a eu quand il a pris le pouvoir? Ça, c'est une vraie question. Je vous laisse la parole pour la conclusion et la dernière partie, c'est-à-dire son legs, qu'est-ce qu'il laisse après sa mort. Alors, qui veut prendre la parole? Stanislas, tu veux prendre la Ah, parole dans cette dernière partie? ouais, pourquoi pas. Avant ça, je vais parler plutôt de son legs dans l'histoire. Enfin, je ferai une première partie sur son legs dans l'histoire. Hein. Donc, on a vu que c'était un roi dont on parlait très peu, qui a été effacé par ses aïeux et son aïeul et son père même et son descendant. Ce qui a été aussi mal jugé à cause d'un roman, alors que et c'est ce qu'on a démontré tout au long de la discussion. Je pense que c'est vraiment, et il faut vraiment retenir, c'est un règne pivot.
Hein, c'est celui qui va faire passer la monarchie vers vraiment cet absolutisme Louis XIVien. Hein, et il a plutôt bien réussi ça. C'est aussi un reine pivot parce que il fait passer la France, hein, en tant que plus grande puissance en Europe, hein, finalement jusqu'aux défaites napoléoniennes. Je vais faire un petit plaisir à Kate Storm. Hein, et donc c'est en ça vraiment, et c'est aussi un règne pivot parce que c'est un roi qui va diriger, alors Henri IV l'a un peu fait avant, qui va diriger vraiment selon une réelle raison d'État, avec une réflexion, une vraie philosophie politique, qu'aura Richelieu aussi également. Donc je pense qu'en ça, hein, il y a un legs direct assez important à son successeur. Le royaume, finalement en soi, certes les finances s'en ressent de toutes les guerres. Après, il y a un empire colonial qui se développe. Hein, il y a une affirmation géopolitique qui, si effectivement elle creuse les finances en tant que telle, permet aussi d'emprunter et de pouvoir emprunter à la monarchie. Donc, et après, il y a aussi l'aspect territorial qui est renforcé par ce règne de Louis XIII. Pour moi, c'est un bilan qui est quand même globalement plutôt positif. Kate Storm? Bah, pour moi, si on parle de la diplomatie, relations étrangères, etc., évidemment, il a un impact tel parce que la diplomatie française à cette époque, c'est le top du top. Hein, mais, on voit comment on mène bien l'affaire à Münster, etc., pendant les traités de Westphalie. Il met la France, parce que Turenne, il commence sa carrière sur lui, par exemple. Turenne, l'un des militaires les plus importants français. Il y aura l'armée française est beaucoup plus efficace, même s'il y a encore énormément de problèmes de prévarication, de corruption au ravitaillement. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc, ce qu'il laisse, il construit sur la fondation qu'on avait dit d'Henri IV, l'affirmation française, c'est-à-dire que la France n'a pas hésité à aller à la bagarre contre l'Espagne, et in fine, elle gagne. Donc, il fallait avoir les cojones d'attaquer les Espagnols dans la Valteline, donc c'est en Italie du Nord quand il le fait. Il recule sur rien, parce qu'en face, il a quand même des adversaires d'un sacré niveau. Et il permet l'édifice Louis XIV. Alors après, il n'a pas énormément bâti. C'était pas lui, c'était quelqu'un de très simple. Lui, ce qu'il kiffait, c'était la chasse. Après, ce qu'il kiffait, c'était la chasse. Et enfin, il aimait bien la chasse. Donc, pourtant, il était bon artiste. C'est ça qui est étonnant. Il était bon musicien, etc. Mais lui, c'était. Il jouait du luth, hein. Il jouait du luth. Il a composé aussi. Chasse. Alors lui, c'était chasse et nature, quoi. Il chassait, il a une maladie, mais on en a parlé plein de fois de la chasse. Donc non, il n'a pas construit des... Il avait la chasse. Ouais, il a eu des chasses du ouf. Et du coup, bah, il n'a pas laissé grand-chose, il n'a pas fait des grands travaux, il n'a pas construit des choses, etc. Parce que tout son règne était tendu vers un but, la guerre. Alors je vais pas dire que c'était la guerre totale, mais voilà, la guerre est la guerre. Et comme il le gagne quand même, bah c'est plutôt pas mal. Alors, ça revient même pas, mais c'est lui qui signe la création de l'Académie française. C'est vrai. Mais apparemment, c'est Richelieu qui Lui, en au début, tiré il des voulait... bénéfices. bah, il y a aussi le palais cardinal. Il s'appelait palais cardinal et maintenant on l'appelle palais royal, qui est bien connu. Mais oui, comparé à ce que laisse Louis XIV, c'est ça le problème. Oui, c'est... Comment tu veux comparer ça Et ça va certainement avec son vœu d'être dévot, en fait, et de se vouer complètement à la religion et à l'État. Hein, c'était pas un roi qui aimait le faste. Et donc, ça peut être tout à son honneur en tant que chef d'État. Mais effectivement, le legs direct, hein, si on parle de Louis XIII à la majorité des personnes, ben, on connaît Richelieu, mais on connaît pas Louis XIII. Ouais. Donc on va dire que c'est un bon roi de transition, mais est-ce qu'un bon roi de transition
fait un excellent roi ou un roi susceptible de concurrencer ces illustres ceux qui l'entourent, Henri IV et effectivement Louis XIV. C'est ce qu'on va voir. Messieurs, il est temps de classer effectivement Louis XIII. Kate Storm. Allez, Louis XIII. je me lance. Pour moi, Louis XIII, roi injustement méconnu. Son règne, quand je dis Louis XIII, évidemment, je pense aussi à Richelieu, etc. Pour moi, c'est l'un des règnes les plus brillants qu'il y ait eu. En politique étrangère, je pense que c'est le mieux. Qu'il n'y en a pas eu mieux en France. Et surtout quand tu compares à d'autres. Donc pour moi, la politique étrangère et la guerre, ça va être un S. Le problème, ça se fait au détriment de la politique intérieure. Il n'est pas aidé par une météorologie infecte. Il n'est pas aidé parce que beaucoup de puissances étrangères essayent d'exciter la France, l'Angleterre avec les protestants, les Espagnols avec les catholiques, etc. Mais c'est 2 décennies de révolte réprimée, etc. Et alors là, c'est avec la connaissance qu'on sait qu'on va avoir la révolution pas longtemps après lui. Mais il écrase tous les contre-pouvoirs, il est très autoritaire, et du coup, ce déclassement de l'économie, ces révoltes permanentes, ces morts, etc., pour moi, en fait, je me pose la question, est-ce que j'aurais voulu être un Français sous Louis XIII, tu vois? Est-ce que ça aurait été une bonne époque pour être pompé up? Par exemple, si t'es français sous Pompidou, normalement, c'est mieux que si t'es français sous Macron, tu vois, d'un point de vue de la kiffance. Maintenant, est-ce que si t'es français sous Louis XIII, t'es écrasé d'impôts, grande chance d'être tiré au sort pour aller... Tiré au sort, c'est un euphémisme pour dire on te met dans les galères les vraies, hein, les vraies galères. Tu vois, je sais pas si c'était... les Français seraient morts avec un grand plaisir la vie sous Louis XIII, peut-être qu'ils préféraient, par exemple, la vie sous Louis XII. Donc j'ai envie de lui mettre politique d'intérieur. Au mieux, je lui mets un B, mais sinon je lui mets un C. Donc tu vois, il est là mon dilemme, c'est que je pense que politique extérieure, diplomatie, on n'a pas eu mieux, et ni avant ni après. Donc c'est S tiers. Politique intérieure, il y a beaucoup à redire. Donc c'est B ou C. Est-ce que la fusion des deux, ça vaut A? Est-ce qu'on peut... Tu vois? Est-ce que le fait qu'il soit méconnu, j'ai envie de lui donner une prime parce que je trouve il est injustement méconnu. Tu vois, ma réflexion, elle est là. Reste objectif. Et d'ailleurs, c'est des auditeurs qui étaient là sous l'époque de Louis XIII qui nous contactent, comme ça ils nous diront ce qu'ils en pensent. Il n'y a pas de souci, hein, Donc moi, si tu veux, je suis mitigé parce que non, c'est pareil, hein, c'est des longs règnes. Et moi, je compte son règne à partir du moment où il se débarrasse de l'amiral Concini. Donc, je compte pas à la période de la régence longue. Donc voilà, j'hésite il va être entre S et B pour moi. Donc je sais pas où. Intéressant. On s'est jamais autant approché du S. Hein. Ouais. Stanislas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Où est-ce que tu le classes? Moi, ce sera par pas rapport S. De toute façon, par rapport à Napoléon, tu vois, toujours pareil. Il est un niveau en dessous, donc je peux pas le classer en S. Non, il n'est pas S. Moi, par contre, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait son manque de panache, d'affirmation finalement qui m'interroge en fait. Mais j'hésite plutôt entre A et B. Je vous laisserai la primeur, mais finalement je suis un peu pareil que Kate Storm. J'hésite entre A et B effectivement pour l'état intérieur du royaume, même si finalement on est quand même sur un début de pratique absolutiste qui se fera après et que lui ne peut pas savoir sur quoi ça va aboutir, hein, toujours la même problématique quand on fait de l'histoire. Donc ce qu'il met en place, c'est plutôt quelque chose d'efficace pour le moment et pour le court terme à cette époque, c'est-à-dire dizaine d'années. Hein. Mais j'hésite entre le A et B. Hein. Périclès, à mon avis, ça va être à toi de trancher. C'est compliqué, les amis, parce que pour moi, c'est ce que je disais. Ça serait le rang S des rois tampons, en fait, hein, qui font transition. Ça, on est d'accord.
Après, je vais faire une petite analogie. C'est un peu, vous savez, le bon élève, enfin, qui est pas bon partout, mais qui a quand même d'excellentes notes, mais qui est quand même assez discret et qu'on a envie d'encourager. Mais je crois qu'il y a des profs autour de cette table, donc on sait ce que c'est. Après, est-ce qu'on arrive à rester objectif par rapport à ça? Est-ce que des encouragements qui pousseraient, alors pas vers le S, vers le A, sont-ils objectifs ou sont-ils plutôt parce qu'on a envie de se dire, comme il est moins connu, on a envie de montrer qu'il est A? Vous voyez tout le problème. Moi, ça serait en fait l'idéal, ça serait une espèce de B+. Vous voyez, c'est entre le B et le A, mais on n'a pas cette règle-là. Donc c'est compliqué. Je vous trouve dur quand même. Je vous trouve vraiment dur. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Donc voilà. Donc effectivement, c'est un peu le problème. Maintenant, effectivement, il est quand même aussi, il poursuit en fait l'œuvre de son illustre père et de ce que fera son fils aussi. Et je pense qu'il est aussi important, lui, Richelieu, l'intelligence qu'il a pu avoir sur effectivement sur la vision en fait effectivement de l'Europe et des endroits où il fallait être, the place to be. Et il a compris ce qu'il fallait, il l'a fait. C'est pour ça que je pense que, bien sûr, S, c'est trop, mais A, je pense que c'est une bonne place parce que il le mérite. Mais l'un des points pour moi qui est remarquable, c'est que lorsque la France déclare la guerre à l'Espagne, parce que c'est comme ça que ça se passe, la France, comme on l'a dit, s'attaque à un géant. Un géant avec un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. C'est un géant qui a savaté les Français pendant 100 ans. C'est-à-dire qu'ils sont plus forts sur tous les critères. Et ils y vont parce que et là-dessus je suis d'accord avec Richelieu, c'est que s'ils font rien, ils vont se faire manger à l'usure. Et par exemple, là où j'ai parlé brièvement tout à l'heure de la Valteline, notre format d'émission il n'est pas fait, mais c'est extrêmement important. Pourquoi la France intervient sur la face sud de la Suisse. Enfin, tout ça pour dire qu'avoir les cojones de le faire, je pense que si on avait eu par exemple Louis XVI ou un chimpanzé comme Napoléon III à l'époque, eh ben, je pense que l'intégralité de l'Europe aurait été habsbourgeoise. Tu vois? Parce que l'un dans l'autre, si la France tombait dans l'escarcelle Habsbourg, ce qui aurait été possible, puisque Anne d'Autriche est espagnole. Imagine, Louis XIII, il meurt, ce qui est fort possible. Successeur, c'est Gaston, qui était un personnage vraiment funeste, pour pas dire plus. L'intégralité de l'Europe est sous domination Habsbourg. Et donc pour ça, avoir le courage de s'attaquer au numéro 1 et de le battre, et pour moi, il n'y en a pas eu beaucoup qui l'ont fait. Et donc là, l'outil militaire qu'il va donner à son fils, donc les Turenne, les Condé, etc., ils ont commencé leur carrière sous Louis XIII. Louis XIII, quand dans les années 60, il va savater tout le monde, c'est parce que ses troupes, elles sont en guerre depuis des décennies, donc c'est le revers de la médaille. Donc voilà, pour moi, le magistère Richelieu, qui est l'un des plus grands hommes d'État français, pour moi, ça ferait bizarre de le sanctionner par un B. Donc c'est pour ça que je vous trouve difficile, parce que si on lui met B à lui, du coup, ça va être compliqué. Mais t'as vu, on réfléchissait à haute voix. J'ai réfléchi à haute voix. Donc, et moi, voilà. On est sur A, on l'a dit. Hein. Stanislas, est-ce que ça te va? Oui, ça me va, moi. Ouais, donc j'ai fait beaucoup d'éloges tout au long de cette émission d'ailleurs. Donc A, bien sûr, oui, ça j'irai pas jusqu'à un S, mais un A. Ouais, voilà, c'est. En plus, tu peux noter. Il meurt quasiment au bon moment. Il aurait fallu peut-être 2-3 années et finalement il meurt à un moment où il a quasiment tout réussi. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Il meurt trop tôt. Parce que du fait qu'il meurt, parce que avec Louis XIII, j'avais de la vie à la Fronde. La Fronde, elle a lieu. Oui, parce que... mais ah oui. La Fronde, elle a lieu parce que lui meurt. 10 ans plus parce tard. Parce que lui meurt, elle a la. Mais non, mais la Fronde, elle aurait eu lieu, peut-être pas. Mais la Fronde, elle a lieu parce qu'il meurt. Parce qu'il y a une vacance du pouvoir. Mais c'est ça. Mais ça, tu peux pas savoir. Oui, moi, je parle dans tout ce qu'il a entrepris.
Ah oui, oui, il a C'était tout réussi. plutôt bien réussi. Et Ah oui, ne réécrivons pas l'histoire. C'est Ne vrai. réécrivons pas l'histoire. Ouais. non, mais c'est pour ça que C'est- peut nous justifier luttons le A se contre ça. justifie. Bon, eh ben écoutez, on aura appris plein de choses aujourd'hui. Hein. On aura réécrit le D'Artagnan. Hein, finalement, on sait qu'on va réécrire. On aura aussi réalisé que je pense que Stanislas sera d'accord avec moi. Je pense que Kay Storm a une sorte de kink avec Napoléon III, parce que même quand on n'en parle pas, il faut quand même qu'il le remette sur le Pour tapis. moi, c'est l'un des pires, du coup. Je pense qu'il a quelque chose quand même. Hein. Et déjà, le mot Napoléon, c'est un truc qui lui fait de l'effet. Non, Ouais, mais comme tu m'as il y a un dit de truc, pas spoiler, il a l'œil qui brille. je peux pas Il a l'œil qui parler. brille quand il. Je peux pas parler des rois que je considère comme estières, et il y en a, tu vois. Et alors du coup là, au 19e siècle, c'est vrai qu'on s'est tapé une tannée de gros nazes. Et là, le 17e siècle, c'est le grand siècle français. Bah mécaniquement, il va avoir la logique du bon, quoi. Tu fais pas un grand siècle avec des Charles X, hein. Ça, c'est sûr. C'est pas avec des François Hollande que tu gravis ton nom sur le marbre de l'histoire. Donc c'est un peu, j'ai envie de dire, logique, quoi. Mais non, ouais, c'est un personnage, honnêtement, je pense pas l'avoir compris. Tu vois, c'est un personnage très mystérieux, pour moi, très Et complexe. c'est assez impressionnant, ouais, le Ouais. mystère qu'il a réussi à conserver. Autant Ah, il y a des gars un peu simplés, tu les regardes, tu vois derrière leur tête tellement ils sont transparents, tu vois, et souvent c'est parce qu'il y a beaucoup de flotte derrière les yeux. Mais autant lui c'est un personnage qui est vraiment complexe à définir. Et donc ouais. Je voudrais en profiter pour dire, est-ce qu'on pourrait pas faire un ranking des réalisateurs claqués du cinéma français? Parce que je l'ai vu, le D'Artagnan qu'ils ont fait. Hein. Mais ils sont dans des délires, ces gens-là. Vraiment, il faudrait... Mais c'est incroyable, mais vraiment... Mais... Oh là 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 là. C'est vraiment... Et là, ils vont sortir la partie 2. Elle est déjà sortie, voilà. Elle est déjà sortie. Putain, mais Et encore celui rien 13, que pour hein. ça, rien que pour ça, le Covid, il me manque. Ou tu Napoléon vois. III. Tu vois, on devrait réintroduire le Covid, au moins il n'y avait pas des trucs comme ça. C'est consternant. Donc, auditeurs, n'allez pas voir D'Artagnan, ni le 1, ni le 2, ni le 3, ni le 4. C'est pathétique. Vraiment, tu regardes, tu te dis, mais on est un pays, il mériterait d'être englouti sous le réchauffement. Après, chers auditeurs, allez voir Napoléon de Ridley Scott et vous Celui-là, verrez, je vous l'ai serez pas pas vu. déçus non plus. Oh, hein. Là, je l'ai pas vu. C'est mais- Je l'ai regardé là. Dans la C'est vie. une catastrophe. Horreur. C'est un fait. C'est une Même si catastrophe. c'était pas Napoléon, il est chiant le film. Oui, c'est pas, voilà, c'est pas, on va pas faire nos relous d'historiens, il avait pas fait Non. ça quand il courait. Non, c'est nul. Point. Ah ouais, c'est vraiment nul. C'est nul. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu un bon film d'histoire? Ah, c'est compliqué de faire un bon film historique. Bah non, parce il y que en a qu'est-ce que plein. tu fais? Bah regarde, mais moi, c'est- j'en ai un en tête, Das Boot. Tu te rappelles de Ouais, mais celui-là? t'as vu, tu reviens quand là? Ouais, mais. Oui, mais d'accord, mais euh, c'est un bon film d'histoire, t'es un Marocain. Ah oui, non, mais on est d'accord, mais là t'es remonté quand même il y a longtemps. Moi, je te parle de. Enfin, je te parle de- d'histoire dans les 10 dernières années déjà. Ah, Ouais, moi, j'ai c'est ça. pas détesté le dernier duel de Ridley Scott justement. Ouais, Pas mal, Ridley Scott, ça picouille Le quand dernier même. dîner, avec l'autre là, le Ouais. français là, le tout grand. Comment il s'appelle là? Non, c'est avec Adam Driver et l'autre qui est super connu là, La mémoire dans la peau là. Ah, non. Comment il Ouais. s'appelle Ah, je l'ai pas vu. Matt Damon. Charles VI, Matt Damon. Tu l'as vu toi, Périclès? Non. Non. Ouais, bah, Non. il est vraiment. En plus, c'est la dernière ordalie qui a eu lieu en France où Charles Ah VI le fou. C'est assez intéressant. Ouais. Et c'est une vraie. Alors j'ai pas vérifié toutes les dates parce que mais c'est quand même inspiré d'un fait historique réel. Hein, c'est pendant la guerre de 100 ans, les batailles sont plutôt bien reconstituées. C'est pas 2000 personnes contre 2000 personnes. C'est 50 cavaliers contre 50 cavaliers. C'est plutôt bien fait. Bon, bah écoute. C'est le dernier. Voilà. Que j'ai Ok, vu. je vais regarder. je crois il doit avoir 4 ou 5 ans. Et la manière dont c'est réalisé aussi, c'est pas mal. Il y a des différents points de vue. Mais Écoutez, ça pourrait être intéressant. On pourra se faire dans un épisode spécial. Ça Comme sera. avec les je jeux vous prendrai, vidéo. je vous prendrai des films de guerre et on essaiera de les classer pour savoir quels sont les meilleurs films de guerre. Ça pourrait être pas mal. Alors Mais là, je peux dire que les Français, ils nous ont régalé avec des pépites, des nullités, médecine. Oh là 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 là.
Mais ceci est une autre histoire, messieurs. Nous allons nous interrompre là parce que je crois qu'on a fait une bonne émission qui est quand même déjà bien copieuse, il me semble. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression. On se dit à bientôt. Allez, Ouais, à ciao, bientôt. ciao. Allez, salut à tous.